Je vous propose aujourd'hui de redécouvrir un numéro de Profession philosophe enregistré avec Barbara Stigler, initialement diffusé le 10 mai 2019. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les chemins du vendredi qui vous emmènent chaque semaine à la rencontre de ceux qui ont fait de la philosophie leur métier. La philosophie est-elle une vocation ? Comment en viennent les idées ? Comment se fabrique un concept ? Et quel rôle le philosophe doit-il jouer dans la cité ? Voici aujourd'hui le portrait en actes et par elle-même de la philosophe Barbara Stigler. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Je vous ai présenté comme philosophe. Comment vous présentez-vous ? Professeur de philosophie, c'est sûr. Philosophe, je sais pas, ça dépend des moments. Qu'est-ce que ça veut dire, philosophe ? Je sais pas trop, mais disons, il m'arrive quand je suis en pleine forme de trouver que je suis une philosophe, oui. Et d'autres fois, pas vraiment, d'en être assez loin. Ça dépend, ça se module. Et quand vous trouvez que vous êtes une philosophe, quelle définition vous donnez de cette qualification ? Déjà, c'est lié au questionnement. Un questionnement qui se saisit d'un matériau qui déborde largement la personne concernée et qui entrevoit des contradictions très grandes qui résonnent dans une histoire large, quoi. Et je suis pas toujours dans cet état. C'est quelque chose qui est plus large que soi. Oui, et qui a une résonance, il y a quelque chose. Il y a une vue de haut, il y a quelque chose de panoramique. Moi, j'atteins rarement ce genre d'état. Enfin, donc, du coup, souvent, avec les humeurs, les états du quotidien, je me sens un peu loin d'être une philosophe. C'est pas de la fausse modestie, mais voilà, ça varie selon les moments. Vous enseignez la philosophie à l'université de Bordeaux, Montaigne. Vous avez publié plusieurs ouvrages sur Nietzsche. Un dernier ouvrage qui s'appelle « Il faut s'adapter sur un nouvel impératif politique » aux éditions Gallimard. Et nous allons passer 50 minutes ensemble, Barbara Stigler, pour essayer de comprendre votre travail. On va remonter aux origines de votre rencontre avec la philosophie. On va pénétrer dans votre atelier de fabricante de concepts. On va s'interroger sur le rôle politique que vous attribuez à la philosophe que vous êtes. Mais avant cela, s'il fallait essayer de définir peut-être votre travail, si on devait identifier un thème ou une chose autour duquel il s'articule, ce serait peut-être celui de biologie. Pourquoi la biologie tient-elle une place si importante dans votre travail ? Je me suis posé la question souvent, c'est assez étrange. Bon, il y a plusieurs entrées. Il y a une entrée... déjà, par exemple, le fait que je travaille en philosophie politique, en relation au biologique, c'est curieux. Et j'y tiens énormément. J'y tiens énormément parce que quand on dit biologique, on dit aussi, on parle pas seulement de science, on parle aussi de la vie, du vivant. Et en fait, j'aime beaucoup travailler sur les questions politiques à partir de quelque chose de plus grand que la politique, qui n'est donc pas, en l'occurrence ici, Dieu, ça aurait pu, mais qui est la vie. Et je pense que ça, c'est une raison fondamentale. Mais la biologie vous intéressait avant que vous écriviez sur la politique. Vos ouvrages sur Nietzsche et la biologie ne sont pas des ouvrages politiques à proprement parler. En fait, quand j'étais enfant, il y a eu pas mal d'années où je voulais être chercheur en sciences naturelles. Enfin, ça se dit pas comme ça, mais dans ma tête, ça se disait comme ça. Et puis j'ai été déçue par les sciences. Quand j'ai découvert les sciences au collège, telles qu'elles m'étaient enseignées, j'étais extrêmement déçue. J'ai arrêté de faire le peu de sciences que j'avais commencé à faire tout enfant, et puis ça a été fini. Et donc je pense qu'il y avait un grand regret de pas avoir poursuivi dans l'investigation des cellules, de toutes ces choses qui me fascinaient. Et donc j'y suis revenue grâce à l'agrégation de philosophie. Je me suis dit, tiens, c'est le moment de travailler sur des choses qu'on connaît pas bien. Mais grâce, c'est-à-dire que pendant votre année d'agrégation, vous avez étudié des textes. L'agrégation, je me suis dit, tiens, l'agrégation, ça sert aussi à découvrir des choses comme ça, hors programme. Je me suis dit, tiens, je vais faire plein de choses sur la biologie, je vais m'amuser, ça sera très bien pour faire des dissertations. Et donc Ça a marché ? Ouais, pas mal. Donc je me suis plongée là-dedans. Et là, j'ai vu, grâce à ce travail que j'ai fait pour ce concours, j'ai vu des chantiers de recherche là, avec Nietzsche, avec Canguilhem, avec la biologie, avec Darwin, le darwinisme. C'est en préparant la grecque, en fait, que j'ai trouvé tous ces sujets. Est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre avec la philosophie ? Un texte, un auteur, un prof ? Une personne, parce que c'était mon père, en fait, qui faisait de la philosophie tardivement. Donc oui, j'entends. Mon père m'a dit qu'il faisait ça. Je n'ai pas très bien compris ce que c'était. J'étais jeune, je devais avoir, je sais pas, 7-8 ans. Et qu'est-ce que vous voyez de votre père, philosophe ? Maintenant ou à cette époque ? À cette époque ? J'avais du mal à comprendre exactement ce qu'il faisait. Ça avait l'air passionnant, mais c'était un peu énigmatique. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas votre père, il s'appelle Bernard Stigler, et le voici. Bonjour, je m'appelle Lou, j'ai 12 ans, et je voudrais savoir pourquoi l'amour fait souffrir. C'est dur d'aimer. C'est magnifique. Il peut rien être plus beau dans la vie. On peut souhaiter que ça aux gens. Mais
en même temps, c'est toujours difficile. Alors surtout quand ça dure, et les vrais amours, ça dure très longtemps. Et là, c'est très 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 dur. Eh bien, cette dureté-là, c'est la dureté de l'élévation. C'est comme monter une montagne, c'est dur. Il y a des moments où on a envie d'arrêter. On se dit, allez, je redescends, etc. Et puis après, on se dit, non, c'est trop bête, je vais arriver au sommet. Donc c'est ça l'amour. Ça ne peut que faire mal, mais en même temps, ça fait mal parce qu'on se transforme et qu'on s'élève. Donc ça fait du bien. Vous aviez déjà entendu votre père parler d'amour, Barbara Stiegler? Oh, sûrement. Voilà, en tout cas, c'était au micro de Noël Bréham, hein, sur Maman les petits bateaux, sur France Inter en 2017. On entend parler d'amour, mais son domaine de prédilection en termes de recherche philosophique, c'est la technique. Est-ce que ça a déterminé d'une manière ou d'une autre votre choix de devenir philosophe? Le fait qu'il travaille sur la technique? Soit le fait que votre père soit philosophe, soit son goût pour la technique qui peut-être vous a transmis quelque chose. Le fait que mon père soit philosophe, c'est évident que ça a déterminé le fait que je le sois. Ce serait très étrange de dire non, ça n'a aucun rapport. Mais de quelle manière? Ça me paraît une évidence, quoi. Comme par exemple quand je rencontre un menuisier qui me dit que son père était menuisier, je me dis que ça doit être lié, quoi. Ou un médecin et son père était médecin, je me dis qu'il y a forcément un lien. Enfin, vous voyez comme... Un lien, c'est sûr, j'essaie de comprendre lequel. Ah oui, ça je sais pas trop. Je peux pas trop vous dire. C'est un terrain de familiarité, vous faites quelque chose qui vous paraît connu, enfin familier parce que vous avez grandi avec, ou si c'est l'envie d'aller plus loin que ce qu'on vous a montré? C'est de l'imitation, de la compétition, de l'affection? Ben, certainement tout ça en même temps. Hein. Vous avez jamais creusé? Non. Non? Non. Et vous aimez bien qu'on vous parle de votre père ou ça vous agace? Ah non, en fait, on m'en parle assez rarement. Et donc, j'aime bien. Bien sûr. Oh non, je sais pas, tous les 4 matins, où on me dit, et alors non, pas du tout. Il y a une espèce de pudeur, je pense, de mon milieu. Donc, c'est avec votre père que vous avez rencontré la philosophie. Quand est-ce que vous avez choisi d'en faire votre métier? Tard. Enfin, oui, assez tard. C'est-à-dire qu'au début, ça m'avait l'air formidable et captivant, mais bon, en même temps, quand je le voyais parler de ces choses et quand je voyais ses amis parler de ces choses, je n'y comprenais rien. Et à vrai dire, ça m'agaçait un peu de ne pas comprendre. Enfin, il y a quand même quelque chose. J'entendais beaucoup de gens autour de moi parler de ces choses de manière très passionnée. J'ai été amenée à croiser plein de gens, voilà. Qui ça? Les gens de cette époque-là qui faisaient de la philosophie, quoi. Je sais pas. Pour vous donner un grand nom, les gens qui étaient au collège de philosophie, par exemple. Enfin, voilà. Et non, moi, ça me disait rien. Et en même temps, ça avait l'air très bien, mais moi, je voulais plutôt faire... Donc les sciences, j'avais laissé tomber. Je voulais plutôt partir vers la littérature, l'art, etc. C'était plutôt ça. Et à nouveau, j'étais déçue. Mmh. Donc j'ai été très déçue par les études littéraires, par exemple. En fait, ça me plaisait pas. J'ai l'impression de commenter des gens alors que j'écrivais. On n'écrit pas, quoi. Quand on fait des commentaires de romans, on n'écrit pas de romans. Enfin, ce genre de choses, ça ne me satisfaisait pas. Et donc, je ne trouvais pas ma voie. Puis finalement, un peu par inertie, je me retrouve à faire de la philosophie en Hippocagne, puis en Cagne. Et puis finalement, en Cagne, je rencontre un professeur de Cagne qui m'a convaincue. Je me dis, non, là, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est ces qualités d'enseignant qui vous ont convaincu? Ou les textes qu'il vous a fait lire? Tout, le cours, les textes qu'on lisait. Là, je me sentais à ma place. Donc finalement, c'est assez tardif. C'est à la fin, quoi. C'est en Cagne. C'est pas quelque chose que j'avais... c'est pas une vocation d'adolescente. Pas du tout, quoi. C'est plutôt, j'étais déjà avancée, parce que j'étais déjà 2 ans après le bac. Là, je me suis dit, oui, je vais faire ça. Et le philosophe ou le texte de philosophie qui vous parle en premier, c'est lequel? Oh ben, celui que je connais le mieux, c'est Nietzsche. Donc je suis vraiment très familier, avec qui j'ai vraiment passé beaucoup d'années. À nouveau, là, ça faisait longtemps qu'on s'était pas fréquenté, mais à nouveau, je lis beaucoup. Et oui, c'est vraiment, de tous, c'est celui qui m'est le plus proche. Vous arrivez à dire pourquoi? Pas très bien, mais il a une manière de faire la philosophie. Enfin, il y a plein de raisons, à mon avis. Il y a énormément de raisons. Mais la première qui me vient, là, c'est qu'il a une manière de faire de la philosophie qui me le rend immédiatement accessible. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut faire de la philosophie en réfléchissant sur son menu, sur son alimentation, sur le climat, sur des choses qui apparemment sont très loin. Il a du mal avec la pure abstraction. Je connais pas un seul texte abstrait de Nietzsche. Je sais pas si vous en connaissez, mais moi j'en ai jamais vu. Il y a quelque chose d'extrêmement incarné, d'extrêmement sensible. C'est un animal très 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 sensible et il pense toujours, il forge toujours ses concepts à partir de sa sensibilité. Enfin, c'est magnifique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me l'a rendu immédiatement sympathique.
Parce qu'il est très difficile d'accès. Nietzsche est un prosateur hors pair, donc le lire est un régal de chaque ligne. Et en même temps, quand on lit un fragment puis un autre, un texte puis un autre, il n'est pas rare qu'ils se contredisent. Il y a beaucoup de complexités qui apparaissent très vite quand on le lit. Alors oui, ça aussi, c'est pour ça qu'il me plaît beaucoup. J'ai tout de suite compris qu'il était très compliqué, faussement simple. Ça, quand même, ça m'a pas échappé dès que je l'ai rencontré. Mais j'aime beaucoup, moi, les gens qui se contredisent, à vrai dire. Donc j'aime bien son labyrinthe. Ça me plaît beaucoup. Je préfère ça qu'un traité parfaitement cohérent, très sec, abstrait, à la limite des mathématiques. Enfin, j'ai beaucoup plus de mal avec ce type de pensée qu'avec la version qu'on décrit là, quoi. Une personnalité très incarnée et très complexe où on sent des contradictions constamment au travail. J'aime beaucoup ça. Et il le montre. Il ne cherche pas à les dissimuler. Beaucoup de gens cherchent à dissimuler leurs contradictions. Pas lui. Donc ça, j'aime beaucoup. Parmi les différentes façons de faire de la philosophie, vous en avez épousé plusieurs, et il y en a une que vous avez fréquentée, et puis finalement vous avez pris vos distances, c'est la phénoménologie. Je vous propose qu'on écoute Foucault parler de la phénoménologie. Il me semble que ce qu'il dit n'est pas lointain de ce que vous allez nous en dire. La phénoménologie était un style général d'analyse. Bon, c'est un style d'analyse qui revendiquait comme l'une de ses tâches fondamentales l'analyse du concret. Et il est très certain que de ce point de vue-là, on pouvait rester un petit peu insatisfait dans la mesure où le concret auquel se référait la phénoménologie était, comment dire, un petit peu académique et universitaire. Vous aviez des objets privilégiés de la description phénoménologique qui étaient ou l'expérience vécue ou la perception d'un arbre à travers la fenêtre du bureau. Enfin, je suis un peu sévère, mais le champ d'objets que la phénoménologie parcourait était un peu prédéterminé par une tradition philosophique et universitaire qu'il valait peut-être la peine un petit peu d'ouvrir. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, et Michel Foucault qui en appelle à une ouverture au-delà de la phénoménologie. Barbara Stiegler, vous le diriez en ces termes ? Oui, vous avez bien choisi cet extrait parce que... C'est Colomba Grossi qui a choisi cet extrait. Ouais, elle a très bien choisi cet extrait. Alors effectivement, j'ai été formée par la phénoménologie. Voilà, les deux professeurs de philosophie que j'ai eus qui m'ont formée littéralement, qui m'ont appris à faire une dissertation, à lire un texte, etc. J'en ai eu vraiment deux, quoi, qui sont Pierre Jasserme, au lycée Henri IV, donc en Cagne, puis Jean-Luc Marion, à Nanterre, ensuite à Paris IV, qui a été mon directeur de thèse. Et je leur dois énormément, quoi. Et évidemment, les émerveillements que j'ai eus avec eux n'ont pas porté uniquement sur la phénoménologie, mais très largement quand même, puisque ce sont deux phénoménologues. Et en fait, j'étais dans la génération des années 90 très très marquée par la phénoménologie, par la formation, par la phénoménologie, l'histoire de la philosophie. Donc c'est une tradition que j'aime énormément, pour laquelle j'ai un immense respect, mais dans laquelle, paradoxalement, ça fait partie des contradictions dont je parlais tout à l'heure, je ne me sentais pas bien. Dès le départ, je ne me sentais pas bien dans cet univers-là. Alors comment vous définissez cet univers et pourquoi vous ne vous y sentiez pas bien ? Alors, je n'arriverai pas à le définir, là, comme ça, à brûle-pourpoint, mais je sais pourquoi je ne m'y sentais pas bien. Je vais vous répondre par un exemple. Je sentais par exemple une exclusion du politique, une exclusion de la question de l'éducation, pour donner deux exemples à peine au hasard. En fait, pas réellement exclu, mais n'appartenant pas à une véritable philosophie première, quelque part, comme secondarisée. Voilà. Donc c'est très étrange parce que la phénoménologie, elle est à la fois capable, et on en a encore aujourd'hui illustration, j'ai des amis philosophes qui font de la phénoménologie d'objets du quotidien, enfin, elle peut tout décrire, tout penser. C'est le principe de cette méthode, c'est de partir du principe que nous pouvons décrire ce qui est, en fait, la phénoménologie dans une entreprise de description, à l'inverse d'une autre façon de notre méthode philosophique qui consiste, vous l'avez dit, la philosophie première, à s'interroger sur l'essence des choses, sur des choses qu'on ne peut pas voir, dont on ne peut pas faire l'expérience. Pour le dire grossièrement, c'est comme ça qu'on peut en parler. Oui, enfin, en tout cas, de fait, il y avait une exclusion, pour moi, de questionnement qui, moi, m'intéressait en premier, qui était prioritaire pour moi. Et puis, il y a quelque chose dans la manière dont je faisais de la philosophie dès le début qui est un peu médical, de diagnostiquer des maladies, de chercher des traitements, et je trouvais pas ça, en fait, dans la phénoménologie.
Je trouvais effectivement des magnifiques descriptions, alors, il y a cette question, hein, ce serait malhonnête d'en rester là. Dans la Crisis de Husserl, c'est une affaire de crise, c'est une affaire de que devons-nous faire. Donc, il y a ça. Je dis pas que ça n'existe pas, mais disons que il y a une tendance quand même à secondariser les questions politiques, économiques, sociales dans la phénoménologie massive, et je me suis pas toujours sentie bien. Ça veut dire que vous ne concevez pas la philosophie comme un exercice indépendant du reste de votre vie. Ça, on l'a compris depuis le début de l'émission, vous n'arrêtez pas d'insister justement cette importance du corps, des affects chez Nietzsche, de vos propres contradictions. Ça veut dire que la philosophie est une manière comme une autre, ou la manière par excellence, d'être au monde, ou pas? Alors, c'est effectivement très vrai ce que vous venez de dire. Par contre, pour moi, c'est pas la manière par excellence d'être au monde. C'est la chance de connaître des gens qui ont des pratiques, des disciplines, des manières d'être, des styles de vie extraordinaires, qui n'ont jamais fait de philosophie et qui n'en feront probablement jamais, et je n'ai pas du tout de peine pour eux. Je me dis pas, mon Dieu, s'ils savaient, ils sont à côté de... Donc, pour moi, c'est une manière de faire qui est décisive, qui est extraordinaire, qui est très importante, mais qui n'est pas, qui n'est pas la manière par excellence de vivre, quoi. C'est pas un modèle. C'est un modèle, mais relativement, comme plein d'autres choses peuvent jouer le rôle de modèle, mais c'est pas un modèle absolu, quoi. Et moi-même, dans ma manière de vivre, je suis pas toujours philosophe. Il y a des moments, j'ai pas envie. Je suis autre chose. Je fais autre chose. Voilà. Ça ne totalise pas ce que vous êtes. Non. Alors, pour essayer de comprendre d'ailleurs un peu comment ce que vous êtes a pu produire la pensée qui est la vôtre, on va se promener aussi dans ce qui a pu vous influencer, mais de manière non philosophique. Là, on a vu votre parcours philosophique. On va revenir à votre travail, évidemment, à votre travail comme pratique et travail comme production. D'abord, si on se penche un peu plus près de votre cœur, notamment, on découvre ceci. Écoute un peu, Don Calogero. Nous, on sait même pas lire, on sait même pas écrire. De cette Italie qu'ils sont en train de faire, eux, de ce nouveau roi, nous, on s'en fout. Mais la terre... Je sais. Mais ce qui compte, c'est d'abord qu'il faut la faire, cette Italie. C'est pour ça que nous avons fait la Révolution. Une fois qu'on aura fait l'Italie, on fera les lois. Et une fois qu'on aura fait les lois, vous aurez la terre. Même le prince Cellina, qui est un gentilhomme, votera oui pour l'Italie. Qu'est-ce que nous venons d'écouter, Barbara Stiegler? Donc, Le Guépard. De Visconti. Mais vous me l'avez dit. De Visconti, que justement, j'ai l'intention de revoir. Ça fait des années que je l'ai pas vu. Ouais. Et pourquoi ce film vous plaît? Enfin, vous plaisait la dernière fois que En tout cas, il me plaisait la dernière fois, et c'était il y a très longtemps, donc j'espère qu'il va me plaire encore. C'est un des films qui m'a marqué au fer rouge sur mon rapport à l'Italie. Voilà, là, je vais en Sicile au mois d'août. J'arrête pas de penser à ça. Ça fait des mois et des mois que j'ai envie de revoir Le Guépard. Et votre rapport à l'Italie est quelque chose de particulier? Oui, il y a vraiment quelque chose. En fait, mon adolescence esthétiquement, j'ai été complètement hantée par fin du 19e siècle, voilà, deuxième moitié du 19e siècle, première moitié du 20e siècle. J'avais vraiment, et ça m'est resté quoi, j'avais vraiment un tropisme vers cette période. J'avais besoin d'aller voir dans cette période. Donc, pour vous donner quelques indications, et c'est comme ça évidemment que j'ai rencontré Nietzsche. C'est lié. Visconti, Proust, enfin, vous voyez, l'opéra, enfin voilà. Puis c'est même un peu plus large, parce que c'est aussi, c'est le 19e siècle en général, quoi. Et donc, la fin d'un monde, tout le thème de la fin d'un monde, la fin de l'aristocratie, la fin de la paysannerie, tout ça qui s'effrite, qui s'effondre, et comment arriver à... Et la modernité, quoi, qui apparaît de manière brutale et magnifique. Et comment arriver à le supporter? Comment arriver à pas céder au ressentiment? C'est ça la question du 19e siècle. Et c'est ce que Nietzsche a très bien dit. C'est ce que Nietzsche a très très bien compris. Et donc, si vous voulez, il y avait une résonance. Enfin, moi, j'étais là-dedans bien avant de rencontrer Nietzsche. Et donc, quand j'ai rencontré Nietzsche, c'est forcément... Et pourquoi vous étiez là-dedans? Je ne sais pas très bien. Alors, si, certainement parce que je ne me sentais pas du tout adaptée à mon époque.
l'époque des années 80-90 m'était totalement étrangère, voire carrément même hostile. Je ne me sentais pas du tout bien, quoi, dans cette période. Je me sentais pas du tout bien dans beaucoup de choses, pour tout vous dire. Oui. Et donc, avant de rencontrer Nietzsche. La phénoménologie, donc voilà, il y avait, en fait, je me sentais pas bien dans mon siècle, si je puis dire. Et donc, je cherchais avant. Voilà, j'allais chercher avant un peu d'oxygène, quoi. Mais parce que c'était mieux avant ou parce que le 19e siècle en lui-même a de quoi vous séduire? Alors, certainement, il y avait ce côté parce que c'était mieux avant, et puis je tombe sur ce qu'il y a de plus proche, quand même, de plus accessible. Le Proust et tout ça, c'était il n'y a pas si longtemps, donc c'est pratique, on a accès facilement. Ceux qui ont fait des films sur ça, leur grand-mère, elle était là-dedans. Enfin, je veux dire, l'accès est facile, bien plus facile que les Grecs ou autre chose. Donc, je vais vers le plus simple, je vais là, et là, je découvre ce moment tragique, cette période tragique du 19e siècle, où après la jubilation du 18e de la modernité, il y a toute la souffrance de comment on va supporter cette modernité, quoi. Tout le 19e siècle est complètement malade, c'est un siècle de la maladie. Tout le monde est malade. Bon. Et Nietzsche est magnifique parce qu'il essaie il sait qu'il est issu de ce siècle et il essaie d'en faire quelque chose et de pas céder au ressentiment. Et il n'y a pas que Nietzsche qui va en Italie à ce moment-là, que ce soit Stendhal, Chateaubriand, Goethe, Madame de Staël. En fait, il y a tous ces intellectuels du 19e siècle qui parlent de l'Italie. C'est le Grand Tour, mais le Grand Tour, c'est des siècles et des siècles. L'institution du Grand Tour, du voyage en Italie, pendant des siècles, c'est formateur et tout se passe très bien, si je puis dire. Et puis, moi, ça commence à vraiment m'intéresser quand ça marche plus. C'est-à-dire que ça devient, on sait plus si c'est le grand tour ou si c'est déjà le tourisme de masse. Et Nietzsche voit tout ça. Et je travaille là-dessus en ce moment, précisément, sur Nietzsche qui voyage en Italie. Et il voit que, il sait même pas pourquoi il irait en Italie. Il veut même pas y aller au début. Et on sait pas pourquoi il y va, et on sait pas pourquoi nous-mêmes on continue à y aller, quoi. C'est ça qui m'a beaucoup intéressée. Pourquoi moi je suis allée en Italie? Pourquoi j'étais une touriste en Italie, alors même que cette institution du voyage en Italie, elle est en crise, en fait, puisque c'est la fin d'un monde. Mais cette dimension esthétique, on la retrouve pas dans votre travail? Alors, on la retrouve pas, effectivement, elle est pas visible, mais précisément, je travaille là à quelque chose, en ce moment, un livre, là-dessus. Et ça, pour moi, c'est vraiment très important parce que c'est là depuis très longtemps et j'ai besoin que ce soit d'y travailler, quoi. J'ai besoin d'y travailler. Et quel est le problème avec la modernité? Vous dites, elle est insupportable, cette modernité. Dans les textes de Nietzsche sur ce voyage en Italie, etc., c'est, par exemple, c'est plein de thèmes. C'est la question de l'adaptation, de l'accélération, à des rythmes toujours plus rapides. Voilà, c'est toute cette thématique-là. Et c'est encore la même chose aujourd'hui? Oui, votre dernier texte, c'est sur l'adaptation, justement. Mon dernier livre, là, Il faut s'adapter, est en résonance complète avec les textes que j'avais étudiés de Nietzsche là-dessus. En fait, la question politique de l'adaptation, c'est chez lui que je l'ai trouvée. Donc rien de nouveau sous le soleil en 150 ans, quasiment. Alors si, justement, plein de choses différentes. C'est pour ça d'ailleurs que dans le livre, je parle jamais de Nietzsche, je crois, ou peut-être une fois. Enfin, j'en ai absolument pas besoin pour faire ce livre. Il faut s'adapter. C'est pas du tout. C'est encore une autre étape. C'est encore une autre étape et il se passe des choses nouvelles dans les années 30, il se passe des choses nouvelles sur le plan politique. Mais il y a un lien. C'est une histoire, c'est dans le cadre d'une histoire plus longue. Est-ce que ce chant vous rappelle quelque chose, Barbara Stiegler? Oui, ça me rappelle quand je
quand je faisais la 3e partie de ma thèse. Vous écoutiez du Bach. J'écoutais particulièrement ça, oui. Ouais. Pourquoi ça? Alors, ça, c'est la passion selon saint Matthieu, oui. ici par Gustave en Léonard. particulier cet air. Bar me dit. Mais bon, en général, j'écoutais tout d'un coup. En fait, j'ai passé pas mal d'années à découvrir le christianisme pour faire ma thèse. J'en avais besoin pour faire ma thèse sur Nietzsche, qui est devenu un livre qui s'appelle Nietzsche et la critique de la chair. J'avais absolument besoin d'incorporer d'une manière ou d'une autre le christianisme. C'était pas possible de faire ce livre là-dessus. Il s'appelle Nietzsche et la critique de la chair, pas pour rien. Et il se trouve que je ne connaissais mais radicalement rien au christianisme. J'avais même pas eu de problème avec lui, puisque j'avais découvert, je crois à l'âge de 6 ans, que des gens croyaient en Dieu. Enfin, j'étais complètement à des années-lumière du christianisme. J'avais même pas de compte à régler avec lui. Et donc, j'ai fait toutes sortes d'expériences. Je suis allée dans un monastère pendant 10 ans. J'ai rencontré... Pas pendant 10 ans consécutifs. Non, je vous rassure, mais quoique c'était un très bel endroit où j'étais toujours très bien accueillie et où j'étais très heureuse. Mais j'allais dans un monastère tous les 2 mois pour écrire. J'avais des amis moniales. J'ai rencontré des grands chrétiens comme Jean-Luc Marion et j'écoutais Bach et je lisais surtout la Bible de Luther. Voilà. Donc ça m'a beaucoup marqué. Vous avez rencontré Dieu ? Beaucoup porté. Et non, toujours pas. Leibniz travaille 2 jours. Il vit dans une chambre sombre. Quand l'esprit perd sa fraîcheur, son mordant, Leibniz a coutume de prendre un court sommeil dans son fauteuil. Mais, nous dit-il, ce sommeil est si profond que l'esprit en sort tout neuf, à nouveau aiguisé. Comment travaillez-vous, Barbara Stiegler ? Est-ce que c'est comme Leibniz, ici raconté par Bachelard, 2 jours, dans une pièce sombre, il faut faire une courte sieste? Est-ce que vous travaillez plutôt la nuit? Quand êtes-vous la plus productive? Déjà, c'est très compliqué pour moi. Alors là, c'est pas simple du tout. De travailler? Non, je trouve ça difficile de travailler. Par contre, c'est d'être arrêté, en fait, qui est difficile et de s'y remettre. Voilà. C'est surtout ça qui est difficile. De passer d'une chose à l'autre. La polyvalence, je trouve ça très, 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 très difficile. En même temps, c'est bien, parce que c'est ce qui permet de pas faire toujours la même chose. Mais c'est très épuisant et on a des vies maintenant où il faut savoir faire 15 000 choses différentes et c'est difficile. Mais j'adore par ailleurs travailler, enfin faire de la philosophie, j'adore ça. Et donc, pendant très longtemps, il s'agissait comment trouver un lieu relativement calme. D'où le monastère. Voilà, d'où le monastère. Pendant 10 ans, j'ai jamais écrit une ligne de livre ailleurs que dans ce monastère. Ensuite, j'ai vécu à la campagne, très loin des villes, pendant très longtemps, où j'ai recréé un monastère chez moi. Donc ça se passait très très bien. Et puis maintenant, je vis en ville, à Bordeaux, mais dans un lieu très calme. Et puis la maturité fait que c'est plus simple, je sais pas. Et donc c'est du plaisir parfois quand même d'écrire? Ah, c'est plus qu'un plaisir. C'est extraordinaire. Mais il faut arriver à lancer la chose. Et arriver à créer une certaine clôture et un certain calme. Ça n'est pas très facile dans le monde dans lequel on est. Et à partir de quand vous vous dites que telle idée qui vous vient peut donner un livre? Alors ça, c'est très très lent chez moi. C'est très très lent. Vraiment, c'est une sorte d'infusion. Des choses infusent très longuement et ça met énormément de temps. Et oui, je ne vais pas vous répondre autrement. C'est très long. C'est une série de rêveries. Et j'ai beaucoup besoin de rêveries. Oui, j'ai beaucoup besoin de passer du temps régulièrement, un peu tous les jours. Ça peut paraître choquant, mais à ne rien faire, même à avoir aucune idée, mais juste pour laisser poser. Sinon, si j'enchaîne tout, j'y arrive pas, en fait. Et quand est-ce que vous dites que vous êtes prête? Que vous ouvrez l'ordinateur et vous commencez à écrire? Pour le livre, c'est quand je vois la structure. C'est-à-dire, C'est d'abord la structure. Ouais. Alors la question, c'est énormément de temps pour voir la question. Et quand j'ai la question, c'est la structure. Et en fait, je fais pas par petits bouts. C'est quand j'ai vraiment la vision globale. Enfin, pour ce que j'ai fait, ça peut changer demain, mais j'ai vraiment besoin d'avoir, un plan, etc. Et quand tout ça est prêt, j'y vais, j'écris. Donc le livre préexiste dans votre esprit. Du coup, je ne souffre jamais en écrivant parce qu'en fait, tout est prêt. C'est ça. Tout est prêt, donc c'est uniquement du bonheur. Je n'ai jamais souffert en écrivant de ma vie. Jamais.
Par contre, je passe beaucoup de temps à rien faire du tout. Enfin, à rien faire. En fait, vous écrivez le livre dans votre tête. Même pas, parce que mais en fait, je passe beaucoup de temps, en fait, je suis lente, quoi. Il n'y a pas on peut pas dire que je sois quelqu'un qui enchaîne les papiers et les bouquins à une vitesse. Non, c'est pas du tout, quoi. Mais l'enseignement vous prend du temps aussi. Oui, je travaille beaucoup mes cours. C'est un plaisir aussi d'enseigner? J'adore ça. J'adore les préparer, j'adore les donner. Vraiment. Pourquoi? Pourquoi? Alors, par exemple, oui, non, je pourrais pas être pur chercheur, ne pas avoir d'étudiants, ça me serait vraiment pas possible. Ou alors oui, pendant 1 an ou 2, d'accord, mais pas plus, quoi. Pourquoi? Parce que c'est là où moi, quand je vois mes amis, mes collègues, etc., on parle un peu, mais pas tant que ça. Enfin, je veux dire, on parle pas tant que ça de philosophie. On parle d'autres choses, on plaisante, on s'amuse, et puis on n'a pas des discussions finalement. On a très rarement des discussions philosophiques inoubliables, en fait. Donc les grands moments d'échange avec des êtres vivants devant moi, etc., c'est en cours. Donc c'est fondamental. C'est là où, justement, on revient à ce qu'on disait. C'est là où on est incarné, où il y a une circulation affective dans un bon cours, il y a une circulation affective énorme. Donc pour moi, c'est complètement ressourçant. Je n'ai jamais été épuisée par le fait d'enseigner, c'est le contraire. Il m'arrive d'arriver en cours un peu fatiguée, je ressors toujours absolument régénérée, quoi. Mais vous avez enseigné en terminale? Alors en terminale, par contre, j'ai souffert parce que j'ai eu des bons moments, mais j'ai vraiment souffert parce qu'il y avait le problème de la discipline. C'est-à-dire, non pas que ces enfants, ces jeunes, enfin c'était pas des enfants d'ailleurs, ils avaient 17 ans, non pas que ces jeunes étaient affreux et sauvageons, mais qu'ils n'étaient pas si difficiles que ça. Mais il n'y avait pas une institution qui avait clairement posé les choses. C'est-à-dire, je n'étais pas soutenue pour demander, par exemple, le silence quand on fait le cours, enfin des choses vraiment élémentaires. Donc n'étant pas soutenue, je suis vite passée à j'ai compris que mon métier c'était surtout surveiller et punir, et moi c'était pas mon projet, quoi. Donc j'étais très très mal, même si j'ai eu des bons moments, même s'il y a eu des bons cours, même s'il y a eu de la gratitude de certains élèves, il fallait absolument que je m'en aille de là parce que l'institution, si vous voulez, j'étais en désaccord avec elle, quoi. Je vous parle pas du lycée en général, je vous parle des lycées où je suis tombée, où franchement ça se passait pas très bien, quoi. Et vous êtes inquiet de l'avenir de l'enseignement de la philosophie au lycée? Oui, très, très. Oui, parce que les pouvoirs publics, toutes les réformes qui se profilent depuis des années, c'est à chaque fois on est victime d'attaques, quoi, en permanence. Alors des fois on déguise ça dans une promotion de la philosophie, mais personne n'y croit. Enfin, c'est une blague. Non, on est en permanence attaqué, et c'est assez logique. Quel gouvernement? Vu la manière de gouverner que j'analyse dans mon livre, on comprend très bien qu'il n'est pas spécialement envie de promouvoir le questionnement, l'esprit critique. Voilà, c'est pas la philosophie, quand elle est pratiquée philosophiquement, elle ne favorise pas vraiment l'adaptabilité. Elle favorise le questionnement, l'esprit critique, et donc la capacité aussi à dire non et à refuser. Donc on peut que s'inquiéter, effectivement, de la manière dont les gouvernants traite non seulement la philosophie, mais même toutes les disciplines de recherche, de questionnement, la culture. Voilà, donc oui. Il en a déjà été autrement? Parce qu'il y a des périodes où les gouvernants favorisaient beaucoup plus. Clairement. Je pense qu'il fut un temps où on n'était pas victime d'attaques systématiques, quoi. Voilà. Là, on est victime d'attaques systématiques. Tous ces métiers-là, l'université, mais aussi le soin, la médecine. Enfin, c'est épuisant. Les gens sont épuisés, quoi. Dès qu'ils se sont remis d'une réforme, il y en a une nouvelle qui arrive, à nouveau extrêmement dangereuse. Alors, finalement, à chaque fois, on se dit, on survit toujours, donc c'était peut-être pas si grave, mais enfin, ça nous demande une énergie, si vous voulez. Donc, certains se réfugient dans l'indifférence, d'autres continuent à lutter, d'autres passent par des variations d'humeur. Enfin, voilà, mais c'est difficile. Et quel est votre rôle là-dedans? Une fois que vous avez cette conscience politique, est-ce que vous, en tant que philosophe, vous devez de faire quelque chose? Est-ce que vous avez une responsabilité? Moi, j'essaye vraiment de le faire, oui. Et c'est quoi? Mon travail théorique, c'est ça, c'est-à-dire le livre, il faut s'adapter. J'ai vu le projet à la suite d'1 an de mobilisation de l'université contre la réforme qu'on disait néolibérale de l'université, donc c'était en 2009, il y a 10 ans. Je sentais bien qu'on appelait ça la réforme néolibérale de l'université, mais on savait pas très bien ce que ça voulait dire, donc j'ai eu besoin d'aller y voir de plus près. Et là, j'ai vu qu'il y avait des choses à faire philosophiquement passionnantes. Donc en fait, ce livre, je l'aurais peut-être pas fait s'il n'y avait pas eu
toute cette mobilisation, ce mouvement qu'on a appelé l'université s'arrête. Et beaucoup de mes collègues ont été très amers, ont dit qu'on avait perdu, que pour une fois que l'université se mobilisait, parce que les universitaires se mobilisent jamais politiquement, ça n'arrive jamais, c'était exceptionnel. C'était l'époque où les juges se mobilisaient, les avocats se mobilisaient, les hôpitaux se mobilisaient, enfin vraiment des gens qui d'habitude, les médecins, qui d'habitude ont tendance à être assez passifs politiquement. Donc les collègues les disaient oui, on a perdu. Moi, je pense pas du tout qu'on ait perdu. Je pense qu'il s'est passé des choses pour beaucoup de gens et qu'il faut du temps en politique et que ça sème des petites choses. Et ce livre, je l'ai dit au début là de mes remerciements, ce livre, il est largement lié à ce mouvement. Il faut s'adapter, c'est le titre du livre et c'est une phrase qu'on entend beaucoup, par exemple ici. Vous ne réformez le pays qu'en lui donnant la vision de ce que vous voulez faire pour lui, qu'en lui expliquant la cohérence d'un ensemble et qu'en arrivant à convaincre les Français que par là, ils retrouvent leur place en Europe et dans le monde. Que nous ne sommes pas là pour nous adapter à la mondialisation, mais pour partie la définir et être parmi ceux qui en porteront les règles et les assumeront avec les responsabilités que ça incombe, ce qu'on fait sur le plan international. Et donc ces grandes heures, ces grands moments de l'histoire française ont toujours été ceux où la France a pris ses responsabilités et n'a pas cherché à s'ajuster, à rattraper, mais à transformer, à rénover, à refonder et à avoir une ambition extrême. Il faut s'adapter, entre guillemets, je l'ai dit, c'est le titre de votre livre qui paraît aux éditions Gallimard, Barbara Stiegler. Dans l'extrait qu'on vient d'entendre d'Emmanuel Macron, c'était en 2018, à Davos, en Suisse, il dit non, je dis pas qu'il faut s'adapter, et il redit autre chose qui semble dire à peu près la même chose, mais il veut se défendre de ce discours-là. Pourquoi tout se joue autour de cette formule ? Ben oui, c'est ça l'énigme, c'est vraiment étonnant. Enfin, quand on voit comment cette formule imprègne notre vocabulaire, moi, ça fait 10 ans, enfin plus, puisque dans Nietzsche et la biologie, déjà, c'était ça la question, c'était pourquoi faudrait-il s'adapter ? Pourquoi ce vocabulaire qui vient de la biologie darwinienne colonise un peu tous les champs ? Et donc, ça fait une vingtaine d'années. Enfin, et je vous le disais au début, quand j'étais très jeune, ça me revenait sans cesse, je ne me sentais pas adaptée. Et je sentais bien qu'il fallait que je m'adapte. Voilà. Donc, ayant cette question en tête, partout où je vais depuis 25 ans, j'entends ça. Il faut bien qu'on s'adapte. Il faut s'adapter. C'est drôle, mais dans n'importe quel petit café de campagne c'est la phrase de la résignation, en fait, non ? Il faut s'adapter, c'est-à-dire qu'il faut renoncer à... Oui, ce qui est drôle, c'est à se révolter. Il y a plusieurs tonalités affectives autour de cette phrase, il faut s'adapter. Vous avez le ton de la plupart des gens, en fait, qui est en fait le ton de la résignation. Il faut bien qu'on s'adapte. La bonne dame. Qu'est-ce que vous voulez ? Il faut bien qu'on s'adapte. Et puis, vous avez une partie des gens qui en font vraiment, qui le font avec enthousiasme. C'est génial d'être adaptable. Voilà, moi je suis hyper adaptable, c'est formidable, on va rendre tout le monde adaptable. Il y a un enthousiasme, et souvent c'est plutôt du côté de ceux qui sont bien insérés socialement. Donc voilà, ça peut être accompagné de tonalités affectives différentes. Et il se trouve que quand j'étais enfant, j'étais, et je le suis toujours en fait, extrêmement adaptable. Mais extrêmement adaptable. Et j'étais très heureuse de ça. J'étais capable de m'adapter à n'importe quelle situation, n'importe quel milieu. Et je suis restée comme ça. Moi, je suis capable de m'adapter, effectivement, à n'importe quel milieu, à peu près. Sauf quand il m'est insupportable. Mais finalement, je trouve toujours des possibilités de rencontrer des gens, des cultures, enfin, bon, bref. Et donc, j'ai un rapport compliqué à la chose. Parce que d'un côté, pour le dire de manière très prosaïque, ça m'insupporte. Et puis de l'autre côté, moi-même, j'entends cette chose extraordinaire d'un vivant qui s'adapte, qui est adaptable, enfin voilà. Et c'est pour ça que j'ai fait ce livre aussi, parce que dans ce livre, c'est le dialogue entre deux personnages. C'est un peu comme un roman, hein. Il y a un méchant et un gentil, en quelque sorte. Mmh. Donc il y a Walter Lippmann, c'est un petit peu... Dites-nous qui est Walter Lippmann. Voilà, je compare un peu à un polar américain des années 30, quoi. Donc on a Walter Lippmann qui serait le méchant, mais il est très attachant en même temps parce qu'il est très intelligent, il est beau, etc. Donc c'est un beau héros. Et lui, donc, il est pour l'adaptation, cette injonction à l'adaptation que je n'ai jamais acceptée, quoi. Hein. Et c'est lui qui a théorisé le nouveau libéralisme, et ça va devenir... Il va imposer cette pensée, ce nouveau libéralisme qui va s'appeler autour de lui le néolibéralisme. Donc il fallait aller voir de très près sa pensée, parce qu'il a vraiment une pensée. Et ce qui est extraordinaire... Oui, il a vraiment existé, hein, parce que quand vous en parlez, on pourrait croire que c'est un personnage de fiction. C'est un vrai personnage.
Et moi, je parle des textes qui ont vraiment été publiés. Donc, il y a assez peu de déformations, je pense, même s'il y en a toujours un peu. Et puis, il y a l'autre personnage en face, qui est plus âgé que lui, qui est un homme. Alors lui, il a tout du gentil, du bon, quoi. C'est un des plus grands philosophes américains. Il est extrêmement attachant. Voilà, c'est un philosophe de l'éducation, c'est un père, il a eu beaucoup d'enfants, et c'est un philosophe génial, pragmatiste, s'appelle John Dewey, et il dit qu'il faut s'adapter, et il dit qu'il faut penser la politique depuis la vie, il parle d'adaptabilité lui aussi, et ça veut pas du tout dire la même chose, et du fait que ça ne veuille pas du tout dire la même chose, il entre dans un débat passionné avec Walter Lippmann pendant une 20aine d'années. Et donc j'ai étudié leur débat autour de qu'est-ce que ça veut dire, il faut s'adapter, voilà. Et ça, évidemment, ça a résonné pour moi. Et comment vous expliquez que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui ait choisi une voie, et vraisemblablement celle de Lippmann plus que celle de Dewey? Alors, je comprends pourquoi vous dites ça, puisque le néolibéralisme est, comme je le dis souvent, hégémonique, hein, pour employer un terme qu'on utilise souvent en philosophie politique, qui vient de Gramsci. Bon, oui, il y a une hégémonie du néolibéralisme, donc on peut dire le monde a choisi ça. Mais en même temps, il y a autre chose qui se passe aujourd'hui. Enfin, je veux dire, c'est impossible de ne pas voir qu'il y a des publics qui sont en train d'émerger, qui demandent à transformer leurs environnements de manière locale, par la démocratie, par une participation des publics, par le déclenchement d'enquêtes, par le déclenchement d'expérimentations. Je pense à tout ce qui se passe autour de l'alimentation, autour de l'écologie, autour de l'éducation, autour de la démocratie, autour de la santé, autour des nouvelles technologies. Enfin, c'est extraordinaire. Il y a plein de petits laboratoires extraordinaires qui se montent un peu partout dans le monde aujourd'hui. Et quand je compare la richesse de ce qui se passe aujourd'hui, et qui est donc très proche de ce que essaie de penser Dewey, comme chantier, hein, il n'a aucune théorie bouclée et figée, il s'agit de chantier politique, de chantier philosophique de réflexion. Quand je compare cela à l'époque des années 80 et 90, qui était si pauvre, si triste, si stérile, c'était les années tapis, pardon pour lui, hein, s'il m'entend, mais je veux dire, c'était atroce. Quand je compare cette période où j'étais si mal, et j'avais bien raison d'être mal, comment ne pouvait-on pas être mal? La fin de l'histoire, enfin, c'était affreux, tout ce qui nous environnait. Et l'époque actuelle, oui, elle est beaucoup plus effrayante. Parce que dans les années 80, on se disait, il n'y aura plus jamais de guerre, on sera tous en démocratie, ce sera un grand marché mondial et tout ira très bien. Donc c'était moins effrayant. Là, on nous dit, dans 3 ans, il y a une guerre en Europe, on ne serait pas étonné, vous voyez. Donc oui, on est dans une époque beaucoup plus effrayante. Oui, l'hégémonie du néolibéralisme, elle est écrasante. Ce qui n'est pas la même chose, hein. Je ne confonds pas les dangers liés au néolibéralisme et les dangers liés à la guerre ou autre. Mais c'est aussi beaucoup plus riche et il se passe beaucoup de choses, quoi. Quand je vois la jeune génération actuelle mondiale, hein, leur inventivité, leur engagement politique, voilà, ça n'a rien à voir donc, avec la mienne. Donc en fait, vous-même en appelez à une forme d'adaptation. Vous aussi, vous dites qu'il faut s'adapter. C'est ce que je dis, oui, c'est que j'ai un rapport... C'est pas que critique envers le discours de il faut s'adapter et qui est une sorte de renonciation à toute volonté de changer quoi que ce soit. J'ai un rapport compliqué à l'adaptation parce que la question est de savoir qu'est-ce que ça veut dire l'adaptation en fait. L'adaptation, il faut entrer dans le concept lui-même. L'adaptation, ça vient de Darwin, ça vient de la biologie. Et on peut lire Darwin, l'origine des espèces, comme l'idée que le milieu dicte ses conditions à la vie, à l'organisme. Et donc, il y a une espèce de vision un peu automatique où le milieu, il veut ça, soit l'organisme, il est adapté et il va être sélectionné, alors tendanciellement, hein, évidemment, soit il est plus ou moins inapte et il va être tendanciellement et ses descendants vont être éliminés. Et donc, si vous voulez, là, dans ces cas-là, comme dit Stephen Jay Gould, en critiquant le darwinisme contemporain et en critiquant même un peu Darwin, il y a quelque chose où finalement, le vivant, dit Gould, là, est compris comme une pâte molle. Donc, il doit obéir, finalement. Obéir ou disparaître, quoi. Et dans Darwin, il y a une autre voie, parce que l'origine des espèces, c'est un texte magnifiquement riche et beaucoup plus subtil que ça. Et il y a un rapport que d'autres biologistes darwiniens sont allés chercher dans Darwin, un rapport beaucoup plus dialectique, beaucoup plus tendu entre l'organisme et son environnement. Du même coup, l'organisme a une capacité à transformer son environnement. Voilà. Donc, ça n'est pas du tout la même vision. Et si s'adapter, c'est transformer notre environnement et être transformé par lui. Alors oui, bien sûr, la vie, c'est l'adaptation. La question après, c'est à quelles conditions ces transformations sont bonnes ou pas. Et là, on entre dans des questionnements
infini. Et la question aussi de savoir dans quelle mesure nous sommes libres de nous adapter. Est-ce que l'adaptation, vous parlez de Darwin, c'est pas un choix? Ça se fait. Dans quelle mesure avons-nous la possibilité de choisir ou non de nous adapter à ce qui est? Peut-être que subissons-nous en fait ce qui se passe. Donc on peut s'adapter, ça peut être entendu comme le fait de subir, et ça peut prendre un autre sens. Et donc Dewey a travaillé de très très près la chose en disant l'animal humain, il est particulier, on le sait bien, il a plein de particularités, et parmi ces particularités, son organe d'adaptation, ça va être l'intelligence. Mais donc une intelligence qui est impossible à penser autrement que collective. Il n'y a pas d'intelligence individuelle pour Dewey. L'intelligence, c'est un organe collectif. Et c'est à partir de là qu'il repense l'adaptation. Et donc, c'est pour ça que pour lui, de manière assez logique, finalement, l'animal humain va rencontrer la science, la démocratie. Voilà, c'est une pensée politique très particulière, dans laquelle il est très difficile d'entrer comme ça immédiatement, parce que c'est très dépaysant, c'est très exotique pour la philosophie politique telle qu'on la connaît habituellement. Mais je trouve que, c'est ce que je racontais tout à l'heure, tremper nos concepts de philosophie politique dans le grand bain du vivant, je trouve que ça leur fait le plus grand bien, et je trouve que pour ça, Dewey nous fait beaucoup de bien et peut faire beaucoup de bien à la philosophie politique contemporaine. Et ça, c'est une chose que vous avez écrit un livre, donc vous avez envie de le dire, vous avez envie que ça se sache, vous pensez qu'il peut y avoir une utilité pratique à dire cela? C'est évident. Vous devez être frustré de ne pas pouvoir en parler plus ou... Alors non, parce que j'ai beaucoup de chance, parce qu'en fait, à la fois par mon enseignement, et par les sollicitations que j'ai déjà rien que dans quelques mois là du fait de ce livre, en fait c'est vraiment possible quoi. Donc je reçois des messages de gens qui me disent moi je travaille dans la transition écologique, je travaille sur les pratiques alimentaires à tel endroit, des gens qui sont vraiment dans des choses opérationnelles, je travaille avec des publics, j'aimerais absolument que vous veniez nous voir. Donc en fait si vous voulez, ça se fait un peu tout seul. Et ça vous va? Vous y allez volontiers? Ah mais complètement. Alors, je vais pas pouvoir aller partout, mais je le fais depuis des années. En fait, moi, je travaille depuis des années dans le cadre de mon département de philosophie. Je m'occupe d'un master qui s'appelle le master soins éthiques et santé, et je travaille avec des infirmiers, des médecins, des soignants, des psychologues, et nous sommes déjà là-dedans, en fait. Qu'est-ce que vous leur apportez aux soignants, aux médecins? Alors, je leur apporte cette capacité à construire un questionnement, cette capacité après avoir trouvé leur propre question, la question qui est la leur, que je vais pas pouvoir trouver à leur place, qui est liée à leur parcours. Ils vont trouver à l'intérieur d'eux-mêmes cette question. La maïotique de Socrate, aider comme la sage-femme à trouver son problème, qui ne peut être que le sien. Et puis, quand ils ont trouvé leur problème, ça prend des mois. Et puis, quand ils l'ont trouvé, le moment où ils voient le plan, et quand ils voient le plan, là, ils peuvent se mettre à écrire. Ce que je disais tout à l'heure, oui, c'est ça que je fais. Donc ça leur permet déjà d'arriver à écrire quelque chose comme un livre de 100 pages, quoi. Ce qui est, quand on est une infirmière qui, depuis des années, subit les réformes de l'hôpital et qu'on a beaucoup de choses à dire, je pense que ça peut être libérateur. Quand on est un médecin, jeune médecin qui a fait ses études de médecine et qu'on découvre la souffrance des patients, ça peut beaucoup aider aussi. Enfin. Donc vous les encouragez à écrire des livres? Voilà, en fait, ils écrivent un mémoire, mais qui est exactement sur le modèle du livre. Et puis, ce à quoi je les aide aussi, c'est à ne pas rester tout seuls avec leur souffrance au travail, avec leurs questions, et à se mettre en relation avec d'autres personnes pour activer cette intelligence collective, constituer des réseaux. C'est un master qui est très local, qui est très Bordeaux, quoi, l'Aquitaine. Alors, il y a des gens qui viennent de partout pour le suivre, mais vraiment, on essaie de constituer là un milieu porteur pour pas être tout seul face à toutes ces questions là de la santé qui impactent la santé. Donc vous soignez les soignants? Oui, quelque part oui, mais eux me font aussi beaucoup de bien parce que moi ils m'apportent ce matériau sans lequel je pourrais pas travailler. Ils m'apportent ce matériau. Quand je dis matériau, c'est pas des documents administratifs, c'est aussi tous les affects qui les traversent, c'est toutes les questions qui les traversent. Ils m'apportent parfois des questions. Donc ils m'apportent du matériau, de la littérature grise, des émotions, des affects. La littérature grise? De la littérature grise, c'est-à-dire vraiment, vous savez, les textes administratifs, les chartes, des choses... Les cartes grises, en fait. Voilà, des choses qu'on va pas aller soi-même compulser facilement. Donc, ils m'apportent tout ça, puisque je le lis en les lisant. Et puis, ils m'apportent leurs affects, tout ce qui traverse, c'est quand même dur, les métiers qu'ils font. Et puis, ils m'apportent parfois des thèmes, carrément, et puis même parfois des questions. Donc, en fait, je reçois énormément. Et là aussi, ce livre... leur doit beaucoup, je l'ai dit dans les remerciements, ce livre doit beaucoup à ce master, à ce travail dans le master. Donc, si vous voulez, je me sens pas du tout isolée dans ma tour d'ivoire ou dans mon monastère, à faire mes choses dans mon coin.
le lien entre ce que je fais sur le plan théorique et l'écriture et agir. Je dis pas qu'il est simple, parce qu'on a l'impression qu'on sert à rien, mais enfin, il y a une sorte, c'est un peu naturel, quoi. Je passe d'une chose à l'autre comme ça, voilà. Il faut s'adapter, c'est le titre de votre livre, sur un nouvel impératif politique aux éditions Gallimard, je l'ai dit. Vos autres ouvrages sur Nietzsche et la biologie notamment sont aussi disponibles. On va se quitter avec une chanson, Barbara Stiegler. C'est Casta Diva, la Norma. Pourquoi cette chanson en particulier ? Là, c'est la chanson, enfin, l'une des chansons qui a bercé mon adolescence, fin de siècle, italienne, voilà, qui m'a marquée, dont je parlais, où on entend à la fois, on entend beaucoup de choses, on entend, bon, on n'est pas du tout en fin de siècle, hein, on est en première moitié du 19e siècle, mais ça va résonner dans tout le, voilà, on entend le romantisme, hein, et la maladie qui va avec, mais on entend aussi à quel point c'est beau, à quel point c'est joli, puis ça nous ouvre vers Hollywood presque, vous voyez, il y a quelque chose d'hollywoodien. Et donc voilà, c'est mon univers esthétique de quand j'étais jeune. Merci Barbara Stiegler d'être venue nous parler ce matin. On se quitte Merci donc à vous. En laissant la parole, le chant à la Calas. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est l'heure de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui c'est vendredi, et vendredi c'est le jour de votre anti-manuel de philosophie. Et j'ai eu l'occasion, pendant ces dernières semaines de repos, d'entendre à plusieurs reprises une phrase, un conseil, comme une petite musique qui est revenue doucement mais sûrement à mes oreilles, revenir à l'essentiel. Proches ou moins proches, ils avaient tous ça en tête, pas seulement pour moi, mais pour chacun d'entre eux et pour eux-mêmes. Les vacances semblaient le moment adéquat pour le dire et pour le faire. Pourquoi pas ? J'étais d'accord pour faire ça, pour revenir à l'essentiel, mais je me suis demandé, pour faire quoi ? C'est quoi l'essentiel ? Il faut de temps en temps revenir à l'essentiel et pas seulement rester, comme vous le faites trop souvent, sur l'émotionnel. Nous sommes engagés dans une politique de redressement de la France et il faut se concentrer sur l'essentiel. Et le redressement de la France, c'est la remise en marche de notre appareil économique, c'est la réforme de notre modèle social pour le sauver, c'est la réforme de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, c'est tout ça que nous faisons. Et si nous perdons le fil de l'essentiel, alors la politique perd son sens. Vous venez d'entendre une vieille archive de 2013 de Jean-Marc Ayrault. Mais en termes d'essentiel, j'aurais aussi pu vous diffuser une conférence de Pierre Rabhi qui invite à revenir à l'essentiel, ou une interview d'un chanteur, par exemple, qui dit avoir eu besoin de revenir à l'essentiel avec son nouvel album. Hommes politiques, artistes ou coachs, famille ou amis, ils ont donc tous ce mot à la bouche, l'essentiel. Ils veulent tous y revenir, le retrouver, s'y concentrer. À force de le dire, je me demande d'ailleurs ce qu'ils font le reste du temps. Sont-ils
sont-ils occupés à n'effectuer que de l'inessentiel, de l'accessoire, du futile? Je dois dire qu'ils n'ont pas de chance car pour ma part, et ça semble être le cas de la plupart des gens, j'ai l'impression de n'accomplir que des choses essentielles comme manger, dormir, travailler, regarder la télé, jouer avec ma fille, lire et faire défiler des images sur Instagram, autrement dit des choses qui m'importent. Alors oui, je vois bien ce qu'ils veulent dire, on perd l'essentiel, et j'en ferai partie, car on perd de vue ce qui est important, vraiment, l'attention à l'autre, le temps pour soi, l'écoute. On s'éparpille en broutilles, en urgences futiles ou en préoccupations superficielles. Mais pourquoi s'éparpiller ne serait-il pas essentiel? Pourquoi se perdre dans la futilité ne pourrait-il pas être le sens de nos vies? Au nom de quoi cela serait-il moins essentiel? Quelle idée se font donc tous ces gens de ce qu'est l'essentiel pour penser qu'ils ne le font pas et qu'il faut y revenir? Comment désencombrer votre vie? C'est vraiment le thème majeur du livre. Comment désencombrer votre vie? Comment désencombrer votre environnement, l'espace dans lequel vous vivez? Comment désencombrer votre agenda? Comment désencombrer votre esprit pour être plus serein, plus heureux, plus calme et pouvoir davantage goûter à la vie plutôt que de la laisser filer entre vos doigts. Désencombrer. J'adore ce mot, je ne le connaissais pas, mais en me plongeant dans toute la littérature sur le sujet, il m'est apparu comme un concept clé de cette pseudo-philosophie de l'essentiel. C'est drôle, d'ailleurs, l'essence qu'on connaît en philosophie aurait laissé sa place à l'essentiel, la complexité à la simplicité, la profusion au minimalisme. On voit bien que ce qui se rejoue sous un autre nom, c'est pourtant l'éternel combat entre l'être et l'apparaître, entre l'essence et l'accident, entre accomplir des choses décisives, belles et vraies, et s'atteler à des tâches sans intérêt, moches et fausses qui n'apportent rien. Faire place nette serait donc le mot d'ordre. Mais pour laisser la place à quoi? Que reste-t-il à faire si non seulement l'essentiel ne correspond pas à ce qui nous importe, à des besoins naturels ou culturels comme manger, dormir ou travailler, et s'il exclut toute futilité comme se perdre dans de faux débats ou comater devant un écran? Aller vers l'essentiel est en fait un principe qui réussit le tour de force de ne jamais dire ce qu'il recouvre ou ce qu'il est, en quoi il consiste, sauf à dire qu'il est essentiel et donc nécessaire et donc meilleur. À un point tel que je me demande, recouvre-t-il quoi que ce soit? Est-il quelque chose, cet essentiel? Si superficiel, le dernier journal annonce les nouvelles. Je vais me changer pour être belle et pour être celle que les autres attendent. Et si superficiel. L'injonction à aller vers l'essentiel n'est pas seulement paradoxale parce qu'elle exhorte à aller vers quelque chose qui n'est rien, elle est aussi paradoxale car elle invite à retrouver quelque chose qui serait essentiel mais que l'on aurait pourtant oublié. Or, j'ai une question, l'essentiel est-il vraiment essentiel s'il n'est plus, si on l'a oublié, s'il ne nous manque pas? Une amie m'a parlé du terme d'huile essentielle. À entendre ce mot, on a l'impression que ces huiles touchent du doigt notre être profond, qu'elles vont l'aider à s'épanouir. Sans elles, on ne serait pas soi-même. Pourtant, et j'en témoigne, on peut s'en passer aisément, et notre être aussi. Sont-elles alors si essentielles, et l'essentiel l'est-il tant que ça? Merci Géraldine pour ces questions posées et ouvertes et à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Colomba Grossi avec Géraldine Mosna-Savoie, Isis Jourda, Elsa Le Saulnier, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui a réalisé cette semaine pour vous. À la prise de son aujourd'hui, c'était Théo Gomard. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle série d'émissions, une série toute fraîche. On parlera de la rencontre amoureuse dans la littérature notamment. On parlera de Ulysse, de James Joyce, de Thérèse et Isabelle, de Violette Leduc, des sonnets de Shakespeare et enfin on parlera des comédies romantiques et notamment de La La Land en compagnie de la philosophe Eliette Abécassis. D'ici là, pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter l'émission en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur le site des Chemins de la Philosophie et sur les réseaux sociaux. On est toujours ravis de lire vos remarques et vos commentaires. Facebook, Twitter, Instagram, vous avez le choix et on est là. À lundi, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.